Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une belle collaboration de la TVCL et de l'Association des auteurs des Laurentides, au cours de laquelle nous rencontrons auteurs, autrices, écrivains, écrivaines de nos belles Laurentides, de tout notre territoire, du nord au sud. Aujourd'hui, nous recevons Ginette Levesque. Bonjour Ginette. Bonjour. Ginette, vous êtes retraitée du monde de l'éducation. Oui. Vous avez plusieurs passions. Oui. La musique, la peinture, l'écriture. Exactement. Vous mettez également votre plume au service des causes qui vous tiennent à cœur. Nous y reviendrons et nous les énumérerons au fur et à mesure que nous passerons à travers vos écrits. Mm-hmm. Et vous êtes une artiste multidisciplinaire. Donc, d'où vient particulièrement le goût de l'écriture à travers tout ça? Bien, en fait, le goût de l'écriture a commencé très jeune. Dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé avec mon journal intime. Et puis par la suite, j'ai écrit des poèmes. Et puis j'ai aussi travaillé en communication pendant quelques années, où j'ai fait plusieurs publicités, infolettes, des publi-reportages dans les médias locaux. Puis en 2010, je crois, j'ai décidé d'écrire un blog, puis c'est ce qui m'a mené à écrire des livres. D'accord. Et votre blog, il parlait de quoi? Vous attiriez vos gens avec quoi exactement? En fait, c'était des sujets, je vous dirais des sujets du jour un peu. Il y en a qui ont comparé ça à des bouillons de poulet. Et puis... J'allais dire pot de biscuit, bouillon de poulet pour ben, c'est ça, en fait. Tout ce qui fait du bien. Exactement. Oui. Moi, j'étais beaucoup dans la gratitude, puisque j'avais envie de témoigner aussi. C'était un peu de l'histoire, de mon histoire pour... Puis ça rejoint aussi beaucoup les gens, peu importe les communautés, parce que moi, parmi mes lecteurs, j'avais des gens qui étaient issus d'autres communautés, ils se retrouvaient quand même dans les écrits. Mm-hmm. Alors, parlez-nous de vos pots de biscuits. Oui. Ben, petit pot de biscuits, c'est la maxime, c'est devient rapidement vide s'il ne donne sans jamais recevoir. Donc, au départ, j'ai décidé que je remettais un montant d'argent à des organismes. Je voulais mettre ma plume au service d'organismes dont la cause me tenait à cœur. Et puis, pour le premier, c'est arrivé avec la fondation du Juchu Sainte-Justine. Uh-huh. Mon professeur de chant à l'époque m'avait demandé de faire un spectacle avec elle. Puis j'ai dit, j'accepte à une condition, c'est que je puisse justement vendre mon livre puis remettre cet argent-là pour la fondation. Fait que j'ai remis, je pense, 700 ou 750 $ au CHU Sainte-Justine. Et le premier livre traite beaucoup de la gratitude. Okay. Et puis, dans le second livre, qui est Petit pot de biscuits 2, celui-ci est écrit en mémoire de ma famille maternelle, notamment pour mon grand-père qui est décédé de silicose. Et puis, suite à ça, le maire a pris connaissance de cette publication-là, puis un projet commémoratif qui a pris forme. Puis, une des étapes, c'était au printemps. On a eu un documentaire qui s'intitulait « L'affaire silicose 1948 ». Et puis, là, ça se poursuit. Il va y avoir un centre d'interprétation, puis un monument aussi qui va commémorer le tout. Alors, racontez-nous ce qu'est la silicose pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et ce vers quoi vous avez offert votre talent. OK. La silicose, c'est une maladie pulmonaire qui est occasionnée par les gens ont trop inhalé de silice. C'était des mineurs qui travaillaient à la mine, la China, je ne veux pas dire le nom comme il faut, mais la mine qui était à Saint-Rémy-d'Amers. Et puis, ces gens-là ont été exposés à la poussière de silice et leurs poumons sont devenus très, très, évidemment, encombrés et sont décédés de silicose. Ce qui a amené dans ce village-là, on l'appelait ça le village des veuves. Le village des veuves. Des veuves, parce que beaucoup de femmes sont restées veuves, parce que, évidemment, les conjoints étaient soutiens de famille. Eh oui, évidemment. Puis c'est encore bien d'actualité, même si ce n'est pas la silicose. Non. Quand on parle évidemment de l'arsenic. Ouais. Bon. Alors, c'est très d'actualité. On est encore là-dedans et on ne semble pas prendre ça aussi sérieusement qu'on le devrait, de la part, évidemment, de ces mines qui continuent à extraire et puis les mineurs, évidemment, qui doivent travailler et qui en souffrent finalement en bout de ligne. Alors, c'est encore
bien d'actualité, même si c'est autre chose. Oui, puis déjà, à cette époque-là, c'était le clergé avec le pouvoir. C'était Maurice Duplessis qui était au pouvoir. Mais c'est aussi grâce à la revue Relations si cette situation-là a été... et aussi le Devoir a été très impliqué là, pour décrier les injustices. Puis on doit rendre aussi justice à Burton Ledoux, qui est un journaliste qui a vraiment travaillé, qui a fait un travail d'enquête pour révéler tout ce qui s'est passé. Puis moi, j'ai eu la surprise, en allant visiter les archives des Jésuites, de retrouver un des magazines qui s'appelle Ma Paroisse, dans lequel c'était les photos de ma famille qui étaient là. Fait que ça m'avait vraiment confirmé dans mon choix là, de faire ce projet de commémoration-là. Oui, les choses se rejoignaient. Tout à fait. Pot de biscuit numéro 3. Ah, pot de biscuit numéro 3. Celui-ci, c'était pour la fondation du Dr Julien, avec le garage à musique. Notre cher Dr Julien. Oui, beaucoup d'engagement social. Et puis moi, j'ai travaillé longuement aussi dans le communautaire, dans le centre-sud. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et ce que je raconte dans ce livre-là, c'est vraiment, je témoigne de la persévérance scolaire. À travers les lunettes de moi-même comme apprenante, mais aussi comme quand j'étais en direction d'établissement scolaire. Donc, c'est tout ce que je raconte, mon parcours professionnel pour montrer que c'était pas un long fleuve tranquille. Ça a été... Non, c'est ça. Et puis, c'est aussi suite à mon fils qui m'avait dit à un moment donné, mais dis-toi, maman, tu as réussi à être directrice, parce que j'avais quand même un parcours scolaire qui était en dents de scie. Bien, j'ai dit oui, mais j'ai dit parfois les chemins, c'est pas toujours une ligne droite, mais ce qui est important, c'est d'avancer, puis d'aller vers quoi, ce qu'on aime. De persévérer. De persévérer. Et puis, la vie nous réserve bien des surprises. Bien des surprises, effectivement. Qu'est-ce que vous aimiez, quelle était votre intention? Enfin, vous nous les avez dit de votre intention, mais à travers ces 3 livres, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voudriez que votre lectorat retienne ou ressente pour eux-mêmes à travers tout ça? Du réconfort. On parlait tantôt le bouillon de poulet pour l'âme. Ouais. Moi, quand j'ai vu Pot de biscuit, j'ai commencé à lire. Ouais. Je me disais, ah oui, voilà, ben, ça fait autant de bien, hein, que autant ça nous réconforte tout autant. Et ça nous rassure, mais c'est quand même vraiment des expériences très personnelles. Oui. C'est du vécu. Et qu'est-ce que vous vouliez peut-être passer, parce que les 3 sont différents, mais qu'est-ce que vous vouliez passer, en fait, comme intention à travers... Bien, sans vouloir avoir l'air trop ésotérique non plus, quand on parle des principes, les 9 principes de libération du Reiki, c'est les étapes qu'on suit. Moi, j'ai réalisé que j'écrivais mes livres comme ça, sans savoir, parce que la première étape, c'est la gratitude, la deuxième, c'est le pardon, le troisième, c'est de faire rayonner. Fait que moi, mon but, c'était de partager pour que sur la gratitude, que les gens aussi regardent les choses dans leur propre vie, non pas avec le verre à moitié plein, mais le verre qui est... Le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Excusez, c'est ça, oui. je me suis trompée. Ça m'arrive, ça, c'est mon petit côté TDAH. Oui, mais c'est ça. Donc, c'était vraiment le but que je poursuivais. Puis c'était aussi pour laisser une trace pour mes enfants. Parce que quand la tradition orale, ça se perd. Puis, je trouvais ça important de témoigner de périodes de vie pour qu'ils voient les choses qui n'étaient pas tout à fait pareilles à l'époque, mais que les valeurs restent quand même transcendent les générations. C'est ça. Et comme vous dites, d'ailleurs, j'aime beaucoup, nous allons la répéter, petit pot de biscuit devient rapidement vide s'il donne sans jamais recevoir. Oui. Ça, c'est vraiment... Oui. Une belle maxime que vous avez mise. J'aimerais juste dire que cette maxime n'est pas, c'est pas moi l'auteur, c'est mon ancien conjoint qui le répétait, mais je trouvais qu'elle était très appropriée. Eh bien, on l'en remercie infiniment. Oui, c'est très joli. Oui. C'est très joli. Merci. Nous arrivons maintenant à Juste la vie qui va. Oui. Là, on tombe dans la poésie. Eh oui. Alors, d'où vient ce goût de la poésie, cet art de la poésie pour vous? Bien, la poésie, ça fait longtemps que j'en fais. J'en ai fait beaucoup adolescente. Et puis, j'ai cessé d'en faire parce que j'étais un certain temps sans écrire pour moi-même, compte tenu que j'écrivais beaucoup pour les autres. Et puis, par contre, j'observais que quand j'allais en vacances, je me déposais. Et puis, je notais des petites choses. Ça revenait tout de suite. Ça revenait. Donc, j'ai suivi à un moment donné des ateliers de poésie avec Louise Dupré.
J'ai suivi aussi des ateliers de haïku. Alors, puis bon, j'avais commencé à amasser des choses. D'ailleurs, c'est ce que j'indique, il y a des poèmes qui datent d'une certaine époque, puis il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus récents. Fait que j'en ai fait vraiment un recueil qui est peut-être pas très, comment je dirais, très orthodoxe en mesure où on retrouve des haïkus avec des poèmes plus traditionnels. Mais c'était ce que j'avais envie de faire, surtout que je l'avais promis, c'était une de mes amies qui est décédée, que j'avais accompagnée. Puis j'avais promis que j'écrirais un livre à sa mémoire. Y a-t-il un petit poème que vous nous liriez, là, comme ça? Oh, spontanément? Oh, mon Dieu! Ou un petit haïku, comme vous voulez? Un petit haïku. D'accord. Oui, parce que c'est plus facile de faire. Alors, je ne sais pas si je devrais trouver quelque chose qui va avec l'orage, mais bon. Le vent avec fougue ripe la brume du lac. Une héronne couve. Mais en fait, les gens, quand ils ont lu mon recueil de poèmes, m'ont dit que c'était plein de... On dit des boules de lumière, que c'était... Mais vous êtes tombé en plein dessus parce que oui, on a tout un orage qui arrive sur le Ben fond oui. du lac. Là. C'est ça, j'ai essayé de trouver quelque chose qui... mais c'est ça. Il y a tout... En fait, je pense que mon préféré est quand même celui que j'ai écrit pour mon petit-fils. Oh, ouais. Ça serait joli, ça. Oui. Alors, il s'appelle Mère Grand. Mère Grand. Alors, craquante petite bouille, écarquille les yeux, prête oreille, agite ses menottes, assiste au concert improvisé. Chanson ancienne s'élève, la forêt lointaine entend le hibou, la petite souris a vu le dos d'un chat, 3 fois passera, la dernière y restera. Mère Grand a une bien jolie voix, c'est pour mieux enchanter l'enfant. Mère Grand, comment font les mets agiles? Ainsi font, 3 petits tours et puis s'en vont. Mère Grand, ne pars pas. C'est joli. Merci. C'est tout à fait joli. Et là, nous arrivons plutôt... Oui. Peut-être qu'on tombe aussi. On tombe peut-être ou on creuse dans la racine de l'être. Ouais. Un livre que j'avoue m'a beaucoup émue, m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé le sujet extrêmement pertinent. En fait, il s'agit, que je ne dise pas de bêtises, un roman historique abordant les blessures transgénérationnelles. Ouais. Et ça, vous avez eu une façon de nous faire comprendre, de nous faire voir quelque chose à laquelle on ne pense pas. Non. Je me suis beaucoup ralliée au peuple autochtone dans mes pensées lorsque je lisais ça parce que c'est ce dont on entend beaucoup parler. Oui. Je ne sais pas si vous avez des racines autochtones pour avoir peut-être si bien décrit certains passages, certains événements, mais c'est ce qui est venu me chercher, mais ce n'est certainement pas que ce peuple-là et que ces gens-là qui vivent de grandes blessures. En fait, beaucoup de personnes peuvent vivre des blessures transgénérationnelles et la façon dont vous en parlez, qu'elles se propagent ou qu'elles se répètent, là, je vais vous laisser aller parce que ce n'est pas mon domaine, mais moi, ça m'a beaucoup touchée et je trouve que c'est un livre qui nous instruit beaucoup, justement, qui pourrait faire beaucoup de bien à qui le lit et qui aurait des blessures pour peut-être mieux comprendre que les temps de génération avant. Je vous laisse aller là-dedans, j'ai déjà trop dit. Mais non, c'est bien. Ben oui, effectivement, j'ai des racines autochtones, mais vraiment très loin, à la 6e génération. Donc, bon, je ne voudrais pas me présenter comme une autochtone, rien de tout cela. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, c'était il y a 3-4 ans maintenant, toute la question des Autochtones n'était pas là, la question de la violence faite aux femmes, ni le mouvement MeToo était vraiment assez balbutiement. Ce qui fait que moi, quand j'ai commencé le livre, je l'ai commencé à partir de, je vous dirais, de l'histoire familiale, paternelle. Parce que j'ai commencé, en fait, je m'intéresse à la psychogénéalogie depuis 2003. Donc, qu'est-ce que la psychogénéalogie? Oui, merci de me le rappeler. La psychogénéalogie, c'est effectivement, c'est l'étude de son arbre généalogique à travers,
En fait, ce qu'on regarde, c'est les dates anniversaires, c'est-à-dire les dates de naissance, les dates de décès, les dates de mariage, combien d'enfants, combien, est-ce qu'il y a eu des fausses couches, est-ce qu'il y a eu des arrêts volontaires de grossesse, est-ce qu'il y a eu plus d'un mariage, est-ce que l'enfant est adopté. Donc, on retrouve ça par des recherches, évidemment, dans les sites généalogiques, bien sûr, mais aussi beaucoup, moi, mon travail de recherche, je l'ai fait sur le terrain en interrogeant des gens qui étaient proches de la famille, parce que vous savez, à certains moments, quand les gens vieillissent, les secrets se libèrent un peu. Et puis, donc, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, bien là, c'est sûr que j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres à cet effet. J'ai visionné aussi des ateliers en ligne. Et puis, mon but, c'était effectivement ce que vous avez mentionné, c'est que les gens puissent, à partir de ce que j'ai écrit, se sensibiliser sur leur propre histoire. Puis, à la fin, j'ai mis une bibliographie justement pour ça, pour que les gens puissent... Merveilleuse bibliographie. J'avoue que je l'ai toute détaillée. J'ai dit, ah, voilà de bonnes ressources, de bons points de repère. C'est vraiment très bien fait, ça. oui. Donc, tout à fait. C'est pour ça que moi, mon livre, c'est un livre pour que les gens soient sensibilisés, puis qu'ils comprennent aussi c'est quoi le contrat dont ils héritent sans savoir. Et puis, quand il y a des blessures transgénérationnelles, souvent à la première génération, il n'y a personne qui en parle. À la deuxième, le secret est là, mais personne. Il est présent, mais il est un peu... À la troisième, il se traduit par des mots, comme j'ai expliqué, les troubles d'apprentissage, la toxicomanie, la dépression, des suicides. Qu'est-ce qui fait que dans des familles, il y a des secrets? Bien, il y a plusieurs choses. C'est souvent des gens qui sont, on dit, mis à part de la société. Donc, selon les époques aussi, ça change. Donc, ce qui peut changer, c'est les enfants illégitimes, c'est les cas d'inceste, c'est les cas d'alcoolisme, c'est la maladie mentale, des gens qui ont été internés, qu'on ne l'a pas dit, mais tout le monde, ça reste toujours dans l'arbre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler à réparer d'une certaine manière tout ça. Donc, pour le faire, il faut commencer par en prendre conscience. Il faut le nommer, il y a différentes façons de le faire. Et puis, ça permet à l'arbre de guérir, parce que oui, ça peut se guérir. Là, c'est pas non plus très ésotérique, là, mais c'est vraiment une question de karma et qui se transmet comme ça, puis on ne sait pas pourquoi. Et souvent, c'est les dates anniversaires qui font état de ça. Et on ne comprend pas toujours pourquoi on est comme ci, comme ça, d'où ça vient, c'est quoi l'histoire, bien. Et d'après ce que j'ai compris, donc, en faisant justement ce travail-là, on comprend très bien, j'ai trouvé intéressant, par des dates anniversaires qui coïncident, qui concordent, d'une lointaine génération à plusieurs après. Oh, ben toi, tu t'es marié en même temps qu'est arrivé tel événement de ton arrière-grand-mère ou quoi que ce soit, ce qui expliquerait peut-être certaines choses. Un poids que l'on porte, un mal d'âme qui se transforme en mal physique ou en façon d'être, d'agir et de vivre, justement à travers l'alcoolisme, pourquoi l'inceste se répète, etc., etc., des enfants illégitimes, et bien l'alcoolisme, bien d'autres choses, la drogue et tout. Et on se demande d'où ça vient. Et je trouve que c'est un ouvrage qui va permettre de mettre le doigt sur bien des explications de certains comportements, entre autres, je mentionnerais, parce que ça fait du bruit là, chez les Autochtones, qu'on accuse d'être comme ci, comme ça, etc. Connaît-on leur histoire passée? Oui, on commence à la connaître, il est à peu près temps, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on comprend que ça s'est régénéré, si je peux dire, plus tard, et ça donne des explications. Mais le fait de comprendre ça, ça peut guérir tellement de choses par la compréhension. Mais ce que vous dites, ça m'interpelle parce que vous savez l'émission À toi Flora qui passe présentement? Oui. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'en regardant cette émission-là, elle a compris les agissements de sa mère à son endroit. Voilà. Et alors ça aussi pour moi, ça fait œuvre utile.
moi, je vais parler pour ma propre expérience. Ce que j'avais observé, il y a 2 mois, moi, où il m'arrive toujours plein de choses. C'est des périodes charnières dans ma vie. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, comment ça? Ça m'arrive tout le temps parce que j'ai commencé à relater les événements de ma vie qui arrivaient à des moments comme ça. Puis là, tout à coup, j'ai réalisé que ces 2 moments-là, c'est dans mon arbre généalogique. Mon grand-père paternel est mort en février, puis ma grand-mère maternelle est morte en mars. Okay. Et tout m'arrive en février et en mars. Et tout ce qui est des ruptures, des trucs, tu sais, qui sont difficiles, qui sont des deuils, c'est à ce moment-là que ça arrive. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ça intervient dans nos vies. Oui. C'est ça. Une fois que tu as compris, ben ça aide, je pense, à affronter les choses qui se présentent aussi. Fait que puis vous parliez de la question autochtone. Moi, la façon dont je l'ai abordée, c'est qu'à un moment donné, en faisant mes recherches généalogiques, je suis tombée sur une photo d'une ancêtre. Et quand j'ai vu le visage, c'était clair que c'était une autochtone. Alors là, j'ai commencé à remonter pour me rendre compte. C'est pour ça que je vous dis que c'était la 6e génération. Et puis, c'est avec ça que vous commencez d'ailleurs votre roman. Oui, parce que c'est sûr que je me suis inspirée de l'histoire familiale paternelle. Bon, je ne pouvais pas tout mettre, c'est quand même un roman, mais en regardant tout ça, parce qu'on me parlait de ce personnage-là, je me disais, mon Dieu, c'est donc bien drôle. C'est une femme qui était quand même avant-gardiste pour son époque. Donc, puis là, je me disais, pourquoi qu'ils la décrivent toujours comme ça? Et là, j'ai compris que son mode de vie, c'était un mode de vie qui était basé sur ce qui était au niveau autochtone, la liberté, le territoire, le côté nomade. Tu sais, c'était une femme qui prisait le tabac, partait laisser ses enfants à son mari. C'était pas la femme traditionnelle pour les années où elle vivait. Donc, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces gens-là, avant c'était des gens qui vivaient en nomade, ils étaient organisés en société. Puis quand la loi sur les Indiens est arrivée, puis après ça, quand on les a exclus de leur terre pour les donner aux colons, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans des conditions miséreuses. Bon, c'est aussi avec les réserves. Fait que, quand on t'arrache tes enfants, quand on t'arrache ta terre, quand on t'enlève ton milieu de vie, tes racines, comment peux-tu continuer à vivre? Puis, c'est ça. Le mal-être, je dirais, des Autochtones aujourd'hui, c'est un peu ça. Puis le regard qu'on pose dessus, c'est tout ce qu'on voit, c'est leur côté, la toxicomanie, l'alcoolisme, mais on peut comprendre qu'il y a des blessures. Puis et ils ne sont pas les seuls. Non, sûrement pas. Et ils ne sont pas les seuls. Quand on voit tout ce qu'il se passe aussi en itinérance, les gens dans la rue, etc., le comment, du pourquoi, le maintenant qu'on est arrivé là, etc. Peut-être que si on permettait à ces gens-là de faire cette étude généalogique, finalement, d'où ils viennent, et puis aller creuser un peu, peut-être qu'on trouverait, qu'ils trouveraient la réponse à leur mal-être. Oui, mais vous savez aussi, ce qui peut arriver, c'est que l'arbre aussi peut parfois mettre des bâtons dans les roues, parce que quand on veut résoudre, justement, quand on veut s'affranchir de tout ça, bien, parfois l'arbre se met en branle pour pas qu'on y arrive. Entre autres, c'est souvent le cas pour des gens qui commencent à réussir mieux que leurs parents. Si l'arbre ne veut pas, bien, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va empêcher la personne d'avancer. C'est pas toujours... C'est très... Il y a beaucoup de subtilité, parce que là, on pourrait en faire un sujet de très longue durée, mais c'est ça, c'est qu'il faut comprendre comment les choses se mettent en place pour qu'on puisse, tu sais... Moi, je pense à un événement que j'ai vécu, là, quand je suis allée à la mine de Saint-Rémy, là. Je me suis retrouvée avec un choc anaphylatique parce qu'il y avait des mouches à chevreuil, mouches allergiques, mais avec plusieurs piqûres. Et puis, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti que oui, effectivement, il y avait quelque chose qui se passait. Et puis qu'on me brusquait un peu dans cette façon d'être. Fait qu'il faut... Ça prend une grande conscience aussi, quand même, ou une certaine conscience, je devrais dire. Bien, il faut une certaine démarche. Oui, C'est d'accord. ça. Oui. Dans votre livre, justement, à la fin, quand vous parlez de bibliographie, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me disais qui
qui voudra explorer ce terrain dans sa vie pourra y retrouver des tas de références que vous avez mentionnées, puis il n'y en a pas juste une, et qui pourra les aider. Bon, ne serait-ce que de Boris Cyrulnik, par exemple, Mourir de dire la honte. Oui. La nuit, j'écrirai des soleils. D'autres, la chronogénéalogie, âge et date, décoder votre histoire familiale pour un nouveau destin. Tu sais, il y a des choses très, comment dirais-je, très qui vont chercher dans les émotions, puis des choses peut-être très... plus cartésiennes. Plus cartésiennes, peut-être, Ouais, oui, on pourrait dire ça comme ça, qui nous prennent l'empreinte de l'âme de Jean-Philippe Brébion. Ça, évidemment, c'est un must, l'empreinte de l'âme, pour comprendre peut-être de quoi il s'agit. Donc, enfin, je trouve ce petit livre qui est facile à lire, qui est bien écrit, je l'ai trouvé absolument magnifique. Je trouve que c'est un très beau cadeau que vous faites ici quant à la compréhension intergénérationnelle, justement, l'inconscient transgénérationnel et la quête de comprendre mieux sa vie. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de travail de Ginette Lévesque en ce moment? Ben, Ginette Lévesque a deux choses qui sont sur sa table actuellement. En fait, j'ai choisi d'offrir des cadeaux un peu particuliers pour mes petits-enfants. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des choses qu'ils ont déjà, je leur écris des histoires. Donc, je suis à l'écriture d'une histoire pour mon petit-fils. Et puis, probablement, ça donnera suite à autre chose, mais enfin, c'était mon point de départ. Donc, en livre jeunesse, peut-être? Illustré, en album jeunesse? En album jeunesse, probablement. En album jeunesse, une histoire que vous voulez lui transmettre. Oui, c'est ça. Donc, j'avais commencé au début avec, bon, il était plus jeune, là, c'était Émile dessine, Émile décore. Donc, j'avais pris des photos, j'avais mis des textes avec ça, avec ce qu'il aimait. D'ailleurs, j'avais aussi écrit un livre comme ça pour une petite fille quand j'étais chez les grands frères, grandes sœurs. Elle m'a dit, j'aimerais ça que tu m'écrives un livre. J'ai dit, d'accord, mais je dis, tu vas faire les dessins. Fait qu'on a, je dis, qu'est-ce que tu veux comme sujet? Ben, évidemment, c'était des histoires de licorne, bien sûr. Avec, puis comme elle adorait Paris, fait que j'ai fait voyager la famille à Paris et puis je lui ai fait découvrir Paris. Ça, c'était des projets, ça c'est vraiment pour la littérature jeunesse. Puis là, je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles avec, ça va porter sur les odeurs. Alors, l'odeur va être un prétexte à raconter... des odeurs. Et voilà, ouais, c'est ça. Donc, ça va être un prétexte pour raconter toutes sortes d'histoires, mais la prémisse de base, ce sera les parfums, les odeurs. Merci, Ginette. Ah ben merci, pour ce beau partage. Merci pour ces beaux écrits qui font du bien. C'est gentil. Je crois qu'on peut vraiment y retrouver ce dont on a besoin pour s'apaiser, pour mieux comprendre, etc. Donc voilà, c'était une douce émission. Je vous remercie d'avoir été là, Ginette, et à la prochaine fois. Merci.